Ah, Elder Evils. Encore un achat sur un coup de tête. Je me suis mis à acheter des livres de l'édition 3.5 des règles du D20 de Wizard of the Coast parce que je voulais pas avoir de regrets. Des regrets? Ben oui. Quand je regarde les livres de l'appel de Cthulhu qui sont plus disponibles ou ben non, qui sont plus sur le marché, là j'en ai des regrets. Vive sans détour. Chou au taux de change de l'argent canadien vis-à-vis l'euro. Bon, je passe sur mes regrets, vous parler, et oui, comme vous l'avez pu le deviner, de Elder Evils, un supplément pour le jeu Dungeon and Dragon 3.5. De prime abord, le livre est très bien construit. Les illustrations sont en couleur. Merci Wizard of the Coast. Tout le contraire de Mongoose Publishing. Et en plus, ils sont en lien avec le texte. Et comme d'habitude, il y a une reliure solide. La division du livre est intéressante car elle met en valeur le contenu. Chaque chapitre correspond à un monstre en particulier. L'absence d'index est alors solutionnée par une table des matières efficace. J'ai lu d'autres critiques, en particulier sur rpg.net, qui trouvaient que c'était dommage qu'il n'y avait pas d'index. Eh bien moi, je dis que ça change pas grand chose parce que la table des matières est très bien construite. Au niveau de la division des chapitres, l'auteur a évité le piège de ne faire qu'un bestiaire monstrueux qui aurait pu ressembler au Malleus Monstrorum publié chez Chaosium. Donc, on n'a pas affaire juste à une série de monstres gigantesques, monstrueux, immortels, coutuliers, ça je vais y revenir par contre, dont les personnages ne seraient pas capables d'affronter le regard. Une chance, sinon mon achat impulsif aurait été vraiment nul. Donc, loin du bestiaire, l'auteur donne des informations sur les motivations de la puissance maléfique, le but de la puissance maléfique, bien entendu détruire le monde, hein, faut pas se le cacher, comment utiliser ce mal incarné dans Eberron et Forgotten Realms, des personnages non joueurs qui participent au plan maléfique de la créature, et plusieurs rencontres, en anglais Encounters, avec de jolies cartes qui mènent les joueurs vers un combat contre l'entité maléfique. Cette structure est répétée pour tous les chapitres. Cette manière de procéder permet une clarté totale au niveau de la lecture. Mais comment utiliser un Elder Evils dans une campagne? L'auteur propose deux façons. Tout d'abord, il y a une campagne centrée sur l'entité maléfique en question. L'auteur nous propose dans chaque chapitre des informations sur les signes de l'apparition de l'entité. Je m'explique. La menace de l'entité est sourde et lointaine. Les signes qui en accompagnera seront si faibles qu'il faudrait faire un jet de compétences, de connaissances avec une difficulté de 42. 42? Eh oui, on est dans l'épique ici. Puis, chaque fois que l'entité se rapproche, les signes deviennent plus insistants. Il commence à tomber des crapauds du ciel, les rivières deviennent sanglantes, et ainsi de suite. Et la difficulté pour les reconnaître faiblit. Il y a 5 niveaux d'alarme, 5 niveaux d'indices qui peuvent être disséminés dans votre campagne. En plus des indices avec des niveaux de difficulté effroyables, l'auteur nous propose aussi des PNJ qui sont au service des créatures. Donc, ça empêche nos joueurs de dire mais où se trouve cette bête qu'on la trucide. La bête a des pantins qui dissimulent les actions du véritable mal. Chaque PNJ sont présentés de manière concrète, ils ont leur motivation, sont parfois minces, mais légitimes, de servir l'entité maléfique. Donc, les joueurs partiront à la chasse du mal, mais au début pas le bon mal, et ils finiront par remonter la filière jusqu'à l'entité bon. La deuxième façon de se servir du matériel de Elder Evil, c'est simplement de terminer une campagne avec l'apparition d'une entité maléfique. Pas d'intégration, on fait juste la plugger à la fin de votre campagne. De cette façon-là, vous pourrez terminer votre campagne.
Quand le maître du jeu décide d'utiliser les éléments du livre, ça veut dire que les personnages devraient être en mesure de marcher sur les eaux, de multiplier les poissons et les pains, et de puiser du vin à même un puits. Les monstres sont vachement puissants. Les challenge ratings vont de 16 jusqu'à 25. Il faut donc des personnages épiques qui ont tellement de bonus à l'attaque que le maître du jeu devra se demander comment il fera pour les faire survivre. Pour la qualité des entités que nous propose l'auteur, il ne faut pas trop chercher longtemps pour se rendre compte que certains d'entre eux n'ont pas une originalité a priori à tout casser. Je vais juste prendre par exemple les entités, deux entités. Le premier se nomme Anthropus. C'est un dieu mort-né qui se promène dans l'espace et qui vient renverser le cycle de vie sur les planètes qu'il croise. Ok, ça va pour le moment. Anthropus, c'est une grosse planète gigantesque. On dirait la grosseur de la Lune. Moi, je me souviens d'avoir vu une menace assez semblable dans un Final Fantasy. Je sais pas si ça se passait entre le 6 et le 8e, mais vous me corrigerez si j'ai tort. Le deuxième, c'est le Léviathan. Un monstre tellement gros que les statistiques ne peuvent le décrire. Ce monstre-là crée des monstres à son tour par des rêves. Moi, je trouve que c'est du Cthulhu qui est en rêvant, avec juste un changement de nom. Rien de bien éclatant, vous me direz, là où les choses s'arrangent et comment c'est comment que les entités sont présentées. Les deux clichés de tantôt deviennent intéressants. C'est quand l'auteur a su faire en sorte de changer la nature archétypale du monstre en quelque chose qui en vaut le détour. Rien d'exceptionnel par contre, mais au moins rien de prétentieux. Cependant, j'ai vraiment l'impression de revisiter les monstres de Lovecraft, et je pense que Wizard of the Coast est allé vraiment reprendre les concepts sous-jacents aux monstres Lovecraftiens. Chaque Elder Evils ressemble soit à Cthulhu, à Cthulhu, à Dagon, à Zatoth, dans le fond comme dans la forme. En général, c'est un très bon livre. Je regrette pas de l'avoir acheté. L'auteur a voulu faire original malgré le pillage dans différentes mythologies pour trouver ses monstres. Il n'a pas voulu réinventer la roue avec des monstres comme Anthropus et le Léviathan, mais il s'en sort grâce à la structure des chapitres, la table des rencontres, les ennemis et les signes. Est-ce que c'est un livre indispensable? Non, certainement pas. Est-ce que c'est un livre bien structuré? Certainement. Voilà ce qui le sauve du pilon. Une dernière chose en terminant, il va vous falloir des joueurs qui n'ont pas encore l'habitude de sauver le monde, et même l'univers, car chaque entité veut la fin de tout. Je vous le conseille quand même s'il n'y a pas de chapitre consacré à l'unique. Ça c'est pour toi mon David. Eh bien, merci de m'avoir écouté. C'était ma 3e critique. La prochaine portera sur No Man's Land, une aventure durant la Première Guerre mondiale de l'appel de Cthulhu. Merci.